Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 22 juin 2025. On parle aujourd'hui, évidemment, de cette frappe américaine contre les installations nucléaires iraniennes. Et on va voir qu'encore une fois, c'est comme à l'habitude à Radio-Québec, en fait, comme le point numéro 1 l'indique, Trump vient probablement de sauver le régime iranien. Les gens vont dire « Ah, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis là, Alexis? » Mais on va voir, évidemment, il faut suivre le raisonnement, il faut essayer de comprendre pourquoi je dis ça. De toute façon, je crois que plusieurs personnes ont une perspective similaire. Parce que ce que Trump vient de faire, évidemment, c'est qu'il vient de retirer le casus belli. Netanyahou, depuis 2012, nous dit que l'Iran essaie de développer la bombe nucléaire. Il est allé à l'ONU et que c'était très important d'intervenir, etc. Là, ça fait une semaine qu'il essaie d'attirer les États-Unis dans le conflit et qu'il y a tout le lobbying déployé tant sur les médias sociaux que dans les médias pour un changement de régime, pour que les Américains embarquent dans le conflit, etc. Et là, pouf, Trump envoie des bombes et dit finalement, voilà, c'est terminé et puis, l'heure de la paix est venue. Voilà, il a eu ce qu'il voulait, maintenant l'heure de la paix est venue. Et donc, parce que Trump a toujours voulu faire un deal, il y a deux positions là-dedans, là. C'est que soit on a une entente avec l'Iran, qui est privilégié par Trump, ou soit on a un changement de régime, ce qui est privilégié par Netanyahou. Parce que le nucléaire n'a toujours été qu'un prétexte pour Benjamin Netanyahou. Plusieurs journaux le remarquent d'ailleurs. Entre autres, Haaretz, journal de la gauche israélienne, qui dit ici « Le véritable objectif de Netanyahou dans la guerre contre l'Iran est celui qu'il n'admet pas ouvertement. » Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le projet nucléaire iranien, mais de renverser le régime des ayatollahs qui règne depuis 1979 et le remplacer par un autre qui mettra fin au blablabla. OK? Donc, donnez-moi un thumbs up et puis un feedback sur l'audio et l'image. Je voudrais aussi rappeler que c'est important de soutenir Radio-Québec. Je le fais toujours à la fin. Des fois, des gens ne se rendent pas jusque-là. Il y a différentes façons de nous aider. On laisse toujours les coordonnées et on essaie de ne pas finir nos jours comme Vincent Van Gogh, c'est-à-dire cassé et oublié de tous. Soutenez-nous et parce qu'on a toujours un développement intellectuel qui est intéressant, qui va à contresens et qui irrigue le web. Je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on voit maintenant beaucoup de personnes qui commencent à penser comme Radio-Québec, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. On voit des personnes qui avaient une trajectoire intellectuelle et puis à force de répéter, il y a comme on dirait que et vous publiez des messages partout et puis ça change les mentalités, donc c'est important de nous soutenir. Merci beaucoup. Donc, le régime Netanyahou qui veut... le régime Netanyahou, le gouvernement ou le régime Netanyahou qui souhaite un changement de régime, ce n'est pas qu'à propos du nucléaire. Et c'est ça, tout le nœud du problème ici, c'est ça. Le nucléaire n'est qu'un prétexte à Netanyahou. Ici, vous voyez, après l'annonce de Trump, de cette frappe symbolique, on va le voir, contre le nucléaire iranien, Netanyahou, les Israéliens ont été un peu débousselés. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Encore la semaine dernière, Trump disait qu'il voulait une entente et là, tout d'un coup, il frappe. Et les Israéliens ont été pris par surprise. Et on nous dit finalement, Netanyahou, la guerre contre l'Iran ne prendra fin que lorsque les objectifs d'Israël seront atteints. Et donc, il n'a plus de raison de faire la guerre. Ouais. Et là, il tombe dans une espèce un flou sur les objectifs stratégiques. Tout le monde pouvait comprendre que le nucléaire était un danger. Trump l'a dit, ils ne peuvent pas avoir une bombe, etc., blablabla. Mais à partir du moment où le nucléaire est écarté, parce que c'est ça qui est avancé, là, Trump dit, on a complètement anéanti le nucléaire iranien. C'est ce que dit son ministre de la Défense aussi. Trump affirme que les principaux sites nucléaires iraniens ont été anéantis. Et donc, Benjamin Netanyahou n'a absolument plus aucune excuse pour faire la guerre. C'était la raison pour laquelle il avait commencé tout ça. Et là, maintenant, c'est comme se faire tirer le tapis sous les pieds, se faire couper l'herbe sous les pieds en plein milieu d'une campagne. Et donc, là, il doit réagir que lorsque les objectifs seront atteints. Le premier ministre exclut le cessez-le-feu prématuré et promet de poursuivre la campagne militaire. Mais pour quelle raison maintenant qu'il n'y a plus de nucléaire?
Et donc, Netanyahou paraît fou. Ça répond à la question de quelqu'un qui me posait ça justement sur Twitter, juste avant d'entrer en onde. Super, Alexis, s'il te plaît, explique-nous pourquoi Bibi est désemparé que Trump ait envoyé des missiles sur l'Iran alors qu'il n'attendait que ça pour la Troisième Guerre mondiale. Ce que Netanyahou voulait, c'est un engagement américain, une campagne complète. C'est-à-dire que les États-Unis s'impliquent sur des frappes au sol, des frappes sur les bases, des frappes sur les infrastructures. Ils voulaient comme le package complet. Or, ce qu'il n'a eu, c'est comme genre une heure de bombardement très ciblé sur des sites et c'est tout. Et là, ils ont dit, on ne frappe plus rien et on se retire. Donc, et puis là il est pris tout seul, sans appui américain en Iran. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle il est désemparé, comme tu dis, fight, parce qu'il s'attendait à un appui beaucoup plus substantiel. Et non seulement il n'a pas eu cet appui substantiel, mais il vient de se faire retirer son casus belli. Vous savez, c'est quoi un casus belli? C'est une raison pour entrer en guerre. La raison, le casus belli de tout ce qui se passe présentement, c'est le nucléaire iranien. Là, il n'existe plus le nucléaire iranien. Trump dit dans sa conférence de presse, les sites ont été complètement anéantis. Et là, on a hâte de voir Netanyahou revenir et contredire le président en disant non, est-ce que vous pensez que c'est possible que Netanyahou fasse une conférence de presse? C'est possible, là, mais je veux dire, ça serait un méchant croc en jambe diplomatique de faire une conférence de presse en disant le nucléaire n'a pas été anéanti, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Et là, tu viens de briser ta relation avec les États-Unis. Donc, c'est diplomatiquement très habile de la part du président d'avoir fait cette frappe-là. Les gens disent, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, c'est au contraire, il a fait exactement ça en Syrie. En 2017 et en 2018, j'ai expliqué ça en long et en large dans les webjournaux. L'État profond accusait Assad d'avoir ciblé des civils, d'avoir lancé du gaz sur des civils. Et là, il fallait que les États-Unis entrent en guerre. Tu sais, c'était la ligne rouge d'Obama, l'utilisation du gaz, des armes de destruction massive contre les populations civiles, la raison pour laquelle il va entrer en guerre, etc. Et là, Trump a juste envoyé une salve de missiles symboliques sur des hangars vides, comme on va voir sur ces sites nucléaires-là, qui ont été vidés à l'avance. Exactement comme en Syrie en 2017 et 2018, les Iraniens ont été, comme les Syriens en 2017-2018, ont été avertis à l'avance, les sites étaient vides, la frappe est symbolique, les États-Unis n'attaquent qu'une fois, se retirent, il n'y a pas d'engagement en profondeur, il n'y a pas de troupes au sol, il n'y a pas eu de mort, on tourne la page, il n'y a pas d'entrée en guerre, pas de troupes au sol, pas de mort, okay, etc. Ils ont été avertis à l'avance, les dommages sont limités, c'est une frappe symbolique. C'est exactement comme en Syrie en 2018. Je vous montre d'ailleurs le clip que j'ai fait, le web journal, c'était un clip, à l'époque, ce n'était pas des web journaux en direct, là, c'était beaucoup plus facile. Le clip, c'est 1 minute où est-ce que j'explique exactement ça. J'ai eu le même genre de réaction des gens qui disent « Alexis, c'est la Troisième Guerre mondiale. Tu joues gros, Alexis. Tu risques beaucoup cette fois-ci. Nous verrons bien. » J'ai ça à chaque fois et c'est rigolo. Et je m'en moquais déjà à l'époque, en 2018. Je vous montre le clip qui explique qu'on va voir que c'est exactement le même. C'est une réédition du scénario syrien de 2017-2018. On a vu ça passer. On est comme genre, on est bien, comme dit Antoine, hein, on mange notre popcorn. On sait on a vu ça déjà passer. C'est comme le film a déjà joué. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout le même code Trump, le même modus operandi, etc. Syrie 2018, c'était le web journal, c'était celui-ci. Ici, vous pouvez le trouver sur Odyssée. Oui, je vais recommencer à publier des vidéos sur Odyssée. La Troisième Guerre mondiale, frappe en Syrie, c'est au tout début des vidéos. Si vous allez cliquer sur contenu ou vidéo, vous allez au bout de ma page et vous allez trouver, c'est un clip d'à peu près 12 minutes, mais celui-là, j'ai pris la minute au début où est-ce que j'explique tout ça. Voilà, alors les Américains ont frappé la Syrie avec une salve de missiles Tomahawk. Et là, la toile s'est enflammée. Beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Trump est compromis, il a tourné sa veste. Et moi, exactement comme aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça... C'est quoi? Charles Gave disait, genre, il est contrôlé par l'État profond. Passablement drôle, parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière. Et là, on disait non, non, c'est différent cette année. Non, c'est absolument pas différent. C'est exactement la même chose. C'est du Trump, c'est la politique spectacle du Trump à 100%. Qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière? Eh bien, quelques mois après son arrivée, son assermentation, Trump avait annoncé qu'il y avait un changement de politique face à la Syrie de Assad. Hein?
l'administration Obama était pour le changement de régime, pour renverser Assad, et Trump avait annoncé qu'il n'était plus question de changement de régime, qu'Assad pouvait rester. Et quelques jours après cette annonce, bang, une attaque chimique dans le nord du pays, hein, qu'on a attribuée sans aucune preuve à Assad. Et là, les États-Unis, Trump, contre toute attente, a envoyé une salve de missiles Tomahawk en Syrie pour punir Assad. Et là, tout le monde disait c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je veux dire, l'engrenage, les Russes vont rappliquer, etc. Les Russes avaient été avertis à l'avance, avaient laissé passer les missiles qui étaient tombés dans des hangars. Hein. Ils étaient tombés, je veux dire, sur une base vide. Ils avaient été avertis à l'avance, ils avaient retiré les avions et il ne s'était rien passé. Je pense même pas qu'il y avait eu de mort. Et c'est exactement la même chose. Ils avaient été avertis à l'avance, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de mort. Ils ont retiré ce qu'ils avaient retiré de la montagne, donc des sites. Voilà, donc plusieurs sources le mentionnent de toute façon. Que l'Iran a été averti à l'avance. C'est toujours le même modus operandi. Ils ont été avertis à l'avance en 2017-2018. Ils ont été avertis à l'avance en 2020. Et Trump l'a dit en entrevue. Même l'Iran a appelé avant la frappe des missiles contre la base américaine dans la région de Anbar, là, la base aérienne Al-Assad. Ils ont appelé Trump pour dire on va frapper, là, enlevez vos troupes un peu, là, on va faire, il faut qu'on sauve la face, on va faire des dommages symboliques sur la base, là, mais sachez que ça s'en vient, puis on va tirer dans le champ. Ils ont tout dit ça, et c'est exactement la même chose qui s'est passé cette fois-ci. Les médias d'État iraniens affirment que les installations nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan avaient été évacuées avant les frappes américaines de ce soir. L'Iran affirme que ces sites nucléaires ont été évacués avant les frappes. Ici, des images satellites, ça c'est Newsweek, des images satellites montrent une activité inhabituelle sur le site nucléaire iranien avant les frappes. Ben oui, ils ont averti avant, pourquoi pas? On voit des camions qui sortent, là, puis des rangées de camions qui sortent, ils sont en train de les évacuer. Et pas juste ça, c'est que les bombardiers B2 ont même été... on a même pu suivre en direct le déplacement des bombardiers B2 des bases au Colorado, aux États-Unis, à travers l'océan jusqu'en... Écoutez ça, et en plus, c'est à la télévision américaine. C'est-à-dire, à la télévision américaine, ils ont donné la trajectoire des bombardiers furtifs B2, tu sais, des bombardiers furtifs, là, qui avaient leur transpondeur allumé. On était capable de les suivre ici, là. Tu vois ici... j'ai mis ici des bombardiers furtifs B2 indicatifs METEE-11 FLT et MITEE-21 FLT, dont le nombre estimé à 4 en 6 sont décollés de la base aérienne de Whiteman dans la nuit. Ils sont actuellement en route vers Guam, à l'approche aérienne. Des bombardiers furtifs avec le call sign, là, le transpondeur allumé. Et Fox News finalement, qui vend la mèche à tout le monde. Hein. C'est pas comme s'il y avait une surprise. C'est exactement donc comme en Syrie en 2018. Breaking moments ago, new reports from open source plane spotters show 6 B-2 stealth bombers from Whiteman Air Force Base in Missouri appearing to head toward a U.S. Air Force Base in Guam. The B-2 can carry 250... C'est annoncé à la télévision que les bombardiers B2 sont partis le soir d'avant. Donc, en 2017-2018, les États-Unis ont mis en garde les Russes avant les frappes de missiles en Syrie. Même chose ici, en 2020, après la frappe sur Soleimani, qui n'en était pas une. On reviendra sur le sujet éventuellement. Et Trump, qui en entrevue, dit « Ils m'ont appelé pour me dire que les missiles s'en venaient. » Before you go too far, would have never happened with me. We hit them very hard for something that they did, and they had to hit back. They feel they have to do that, and I understand that. Do you know they called me to tell me we're going to hit a certain location, but we're not going to hit it. It's going to be outside of the perimeters. Donc, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient frapper une certaine base, mais ils m'ont dit, inquiète-toi pas, on va pas la frapper directement, on va frapper à l'extérieur du périmètre. Iran called me. L'Iran m'a appelé pour me dire que les frappes s'en venaient, puis de pas se préoccuper, de pas prendre ça au sérieux. Called for me, and they let us know. And we had 16 missiles went off. I believe it was 16. 6 or 7 failed in the air. When was this? This was prior to the attack on a... Etc. Donc, il dit, l'Iran m'a appelé. J'avais déjà montré ça à plusieurs reprises. Et c'est la même chose pour ce qui vient de se produire hier, c'est-à-dire exclusif. L'Iran a reçu un préavis alors que les États-Unis insistent sur le fait que l'attaque contre les sites nucléaires est unique. C'est une attaque. Il n'y a pas de... C'est exactement comme la Syrie. C'est une frappe pour satisfaire les faucons
comme John Bolton, et, etc., toute la partie des faucons, diffuser la tension. Il y a de la tension éventuellement. Les États-Unis doivent intervenir. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas rester les bras croisés, etc. Comment peut-on laisser rester les bras croisés alors que notre allié, il y a des frappes sur Israël, les civils meurent, etc. Il faut sauver la face un peu, mais c'est un truc unique. Et puis, c'est symbolique. Et donc, ici, il avertit l'Iran. Exactement le même pattern, même modus operandi, code Trump, blablabla. Les États-Unis lancent des frappes sur 3 installations nucléaires iraniennes, selon Trump. Et dans l'article de CBS News, on lit le texte suivant. Les États-Unis ont contacté l'Iran par voie diplomatique samedi pour lui affirmer que ces frappes étaient prévues par les États-Unis et que des tentatives de changement de régime n'étaient pas prévues. Ont indiqué des sources, etc., etc. Comprenez? Que Trump s'opposait au projet israélien visant à tuer l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran. Ça a tout été arrangé. Et là, c'est ça, ils ont vidé leur site. Les images satellites montrent des camions. Ils ont été avertis. Okay? Donc, arrêtez de nous dire les États-Unis contrôlent le sionisme, blablabla. Il n'y a pas de volonté de changement de régime. Netanyahou veut peut-être un changement de régime. Trump s'y oppose et joue peut-être même dans le dos d'Israël avec l'Iran. C'est-à-dire que il est possible que la retenue extrême de l'Iran, qui n'utilise pas ses systèmes de défense et qui laisse Israël comme faire un peu ce qu'il veut dans son ciel, c'est possible que ce soit... C'est possible que ce soit... J'en ai pas la certitude que ce soit coordonné avec les États-Unis. Il y a un certain niveau de coordination. On va voir ça tout à l'heure, là, je veux dire... et cette histoire de la trahison à l'intérieur, des agents du Mossad qui ont pénétré l'Iran et qui ont... ça, c'est absolument farfelu. On va voir ça. Sinon, le général de la Air Force, de la force aérienne, de l'armée de l'air iranienne, aurait été limogé, exécuté, emprisonné, etc. Or, ça ne s'est pas produit. Il a fait son travail comme il était attendu de lui. Les dommages sont limités. On était sur la logique du changement de régime ici. Rappelez-vous comment c'était au cours de la semaine avant la frappe américaine. Si vous étiez sur les réseaux sociaux comme moi, vous avez vu un déferlement de propagande en faveur du changement de régime. Il y a même plein de YouTubeurs québécois, des gens qui n'ont pas nécessairement de formation en géopolitique qui disaient on s'en va vers un changement de régime, mais Alexis dit que tout est correct. Ben oui, ça se fait avec le consentement des mollahs et tout ça. Et on me ridiculisait, mais parce qu'ils ont tombé dans la propagande. La propagande était forte sur le changement de régime. Dès les frappes israéliennes, c'était juste ça. Ils ont même ressorti l'héritier du trône qui disait « Le régime est sur le point de s'effondrer, pauvre monsieur ». C'est comme... ils se sont servis de lui, mais les États-Unis ne voulaient pas de changement de régime. La Russie non plus ne voulait pas de changement de régime. Rappelez-vous comment c'était. Tout le monde disait il y avait comme un... Tu sais, c'est des bots, là. Momochi, je ne sais pas si elle est dans le chat, là, elle disait sûrement genre des bots qui amplifiaient le message, des comptes robotisés qui parlaient de changement de régime, là, partout qui envoyaient le même message de changement de régime, partout dans les médias, c'était changement de régime, changement de régime. Là, la Russie a dit qu'elle n'était pas intéressée. Regime change in Iran is unacceptable, says Kremlin. Le Kremlin a dit que c'était inacceptable. Le ministre de la Défense a dit que la frappe n'était pas, ne comportait pas une volonté de changement de régime. Secretary Pete Hegseth insisted Saturday that U.S. strike on Iran nuclear facilities were not intended to bring about regime change. Ça n'était pas censé amener un changement de régime. De toute façon, on a expliqué la dernière fois qu'il n'y a pas de possibilité de changement de régime avec des frappes aériennes. N'importe qui connaît un peu la doctrine militaire le sait ça. On salue tous les journalistes qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de journalistes qui nous écoutent, qui reprennent nos trucs, etc. On les salue. On sait qu'ils viennent prendre leurs idées, des fois, sur Radio-Québec. Éventuellement, ce serait le fun qu'on ait une citation, mais on ne peut pas trop espérer. Et là, que veut... peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Que veut vraiment Israël en Iran? Le premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que l'objectif principal de l'offensive militaire israélienne était d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Mais les forces de défense israéliennes ont frappé comme des infrastructures énergétiques, des sites militaires iraniens, des trucs du régime, etc., soulevant des questions sur le véritable objectif de Netanyahou. Un changement de régime en Iran est-il un objet réaliste pour Israël? Ça aurait été possible avec l'aide des États-Unis. Israël tout seul ne peut pas le faire. Il n'y a pas suffisamment d'avions. Israël dispose d'à peu près un petit peu moins que 300 avions de combat. Tu ne peux pas avoir un changement de régime avec 300 avions de combat, même si tu frappes plein de cibles. Okay?
Ici, regime change in Iran seems unlikely amidst war in the Middle East. Et là, la tendance a tourné vers jeudi, vendredi. Ça devenait de moins en moins le changement de régime. Les États-Unis avaient dit non, et puis ils ne voulaient pas de... Comme il y a la nouvelle qui est sortie que Trump avait mis son veto sur l'assassinat de l'ayatollah, qui est une personne très raisonnable. Si vous l'écoutez parler, c'est comme, en tout cas, c'est une personne très raisonnable. Et Iran, depuis son bunker, l'ayatollah Khamenei prépare sa succession. Et donc, ce qui va probablement se passer, c'est une passation de pouvoir. Il est très vieux, etc. Une passation de pouvoir, probablement, je n'en ai pas la certitude, mais c'est ce que ça collerait au modèle Trump, d'avoir une passation de pouvoir dans une transition en douceur, ben, vous avez avec des bombes, là, mais une transition, pas de changement de régime, mais une transition vers l'aile plus modérée, une aile plus réformatrice, plus moderne du régime, parce que là, la totalité des têtes que vous voyez en Iran, c'est toutes des têtes blanches qui ont toutes fait la guerre Iran-Irak dans les années 80, etc. Et là, il y a peut-être une nouvelle génération plus près des aspirations du peuple, etc., qui va émerger de ça. Je spécule un peu, mais ça me semblerait coller au modèle. Oui, ça. Israël affirme que l'objectif n'est pas un changement de régime. Ben oui. Alors que Trump oppose son veto à une frappe contre l'ayatollah. Et là, ça, c'est le changement de ton vers la fin de la semaine, là. Netanyahou affirme que la chute du pouvoir iranien n'est pas un objectif, mais pourrait en être le résultat, etc., etc. Là, il y a... donc, c'est ça. Les dommages qu'on nous a montrés sont quand même assez limités. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que les dommages étaient limités, finalement. On va voir ça en détail. Je ne vais pas y aller, comme par exemple Scott Ritter, qui est un Trump hater, qui déteste Trump, et puis... qui fait des vidéos depuis des années critiquant la politique américaine, dit essentiellement que les installations étaient vides, que c'était symbolique, etc. Même chose avec David Sorensen ici, que j'aime pas particulièrement non plus, mais qui a été republié par Sylvia Miami, traduit, qui dit que les frappes sont symboliques et que justement c'est pour calmer le jeu. Tu vois? Ici, Middle East Observer, ça c'est, encore une fois, c'est quelqu'un un gros compte, là, presque 1 demi-million d'abonnés anti-Trump. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, cela ressemble à des frappes symboliques qui n'ont pas détruit les installations, car on ne peut pas détruire Fordo avec 5 ou 6 bombardiers B-2. Tout le monde le sait qu'on ne peut pas détruire Fordo, les sites nucléaires enterrés avec, je l'ai expliqué la dernière fois dans le web journal le dimanche dernier, ils sont enterrés, on ne peut pas les détruire, même avec les grosses bombes Bunker Buster, les GBU-57, etc., qui passent seulement à travers 60 mètres de roche. Il y a 1 kilomètre à traverser là, à partir du sommet jusqu'en bas, là. Donc, ils prétendent avoir utilisé 30 tonnes d'explosifs. Ce n'est rien. Rien que pour Sayed Hassan Nasrallah, ils ont utilisé 80 tonnes d'explosifs. Pour détruire Fordo, il faut des centaines de tonnes, pas 30, des centaines de tonnes d'explosifs, avec des dizaines d'avions dans une opération qui continue, genre avec des ravitaillements en altitude, etc., etc., des heures et des heures de bombardement incessant, à moins qu'ils aient utilisé des armes nucléaires. Ils veulent sortir de la guerre sans paraître humiliés et vaincus. Les États-Unis ne sont jamais entrés en guerre, mais c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est de faire quelque chose pour sortir de la guerre, parce que c'est ça que le tweet de Trump dit. Il arrive à la fin de son tweet, il dit « Nous avons une opération extrêmement réussie de bombardement des sites. Le nucléaire iranien n'existe plus. Maintenant, on peut faire la paix. » C'est exactement ça qu'il dit, hein? Non, c'est pas ça. Hein? Il dit, voyez ici, nous avons mené à bien notre attaque couronnée de succès contre les 3 sites nucléaires iraniens, dont Fordow, etc. Une charge complète de bombes a été larguée. Aucune autre armée du monde n'aurait pu accomplir cette mission. Nous avons détruit le nucléaire iranien, etc. L'heure de la paix est arrivée. L'heure de la paix est arrivée. Et là, donc, Trump met un terme à la guerre avec un tweet. Oui, essaye de mettre un terme à la guerre avec un tweet, mais évidemment, Netanyahou peut vouloir continuer les opérations, mais il n'a plus son casus belli. Et là, pensez notamment à ça. Ici, donc, GBU 57 peut passer à travers, le GBU 57AB peut passer à travers 60 mètres, 200 pieds de roche.
C'est comme de la roche, comme une montagne. 200 pieds, c'est quand même beaucoup. Hein, de 60 mètres, 200 pieds, c'est comme cet édifice-là ici, pour à titre de comparaison. C'est-à-dire, tu lances la bombe, elle touche le toit de l'édifice, puis elle est capable de passer à travers toute cette hauteur-là de roche comme montagneuse et d'exploser après 60 mètres en dessous. Boum! C'est quand même énorme. Imaginez la puissance de ça. C'est comme... sauf que... Où est-ce que j'ai mis? Des fois, je cherche mes affaires. C'est ici. Voilà, donc, menace, on nous dit, c'est ça, la menace a disparu. Et là, on regarde les images satellites et vous voyez ici, donc, 3 trous près du sommet. Vous voyez les 3 trous, les 6 bombes, les 3 trous près du sommet. Très bien, très bien. On élargit comme ça pour voir exactement où est-ce qu'ils ont frappé. Ça, c'est des images de ce matin. Vous voyez dans le cercle rouge, c'est un agrandissement de l'image que je viens de vous montrer. Vous voyez les 3 petits trous d'un côté, les 3 petits trous de l'autre côté. Et on voit que c'est l'attaque se situe près du sommet. Pas près de la base, près du sommet, c'est-à-dire l'endroit où c'est le plus épais, où il y en a le plus épais. C'est ça, les GBU 500, les GBU 57, là. C'est ça, c'est une bombe de, je pense, en tout cas, je me rappelle plus, là. C'est 2 tonnes, ou je me rappelle plus, c'est, en tout cas, avant d'entrer en ondes, souvent, j'oublie les trucs. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus gros. Il n'y a rien de plus gros pour passer à travers les... Et là, et là, je vous ai fait un petit graphique, encore une fois, c'est toujours intéressant de voir... J'en avais vu la dernière fois que le nucléaire iranien ne pouvait être détruit avec des frappes aériennes. Ça, c'est des Economist. L'Iran met son programme nucléaire hors de portée des bombes américaines. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je dis, et que plusieurs personnes disent que c'est une frappe symbolique pour s'en laver les mains et se retirer de la guerre, mettre un terme à la guerre, passer à la négociation et retirer à Netanyahou son casus belli. Donc, Fordo, vous voyez ici, ça, c'est un petit graphique. Alors, vous avez en bleu, vous avez le dénivelé, vous avez la montagne. Le haut du sommet est à 963 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le site nucléaire est à 100 mètres en dessous du niveau du sol. Donc, il y a à peu près 1 kilomètre entre le sommet et l'installation elle-même, avec des corridors. C'est comme les pyramides, il y a comme... il y a comme les pyramides, c'est comme ça, puis il y a comme des tunnels qui mènent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas, là, mais il y a comme des chambres en bas des pyramides. Et c'est comme les bombes américaines ont frappé comme sur le haut des pyramides, le haut de la pyramide, vous voyez? Donc, vous voyez ici en rouge les impacts de GBU. Donc, vous avez, ils frappent près du sommet. Et là, ils font un trou de 60 mètres, peut-être 100 mètres en accumulant les deux ensemble. Si vous regardez bien, il reste encore 600 mètres de roche. 600 mètres de roche entre l'endroit où ils ont frappé et l'installation nucléaire, la base elle-même. Il reste 600 mètres de roche avant d'arriver au béton armé. C'est du béton armé en dessous de 800 mètres, avec les 600 mètres. Ça n'a rien fait. Ça n'a peut-être même pas... Le verre d'eau, là, il n'a peut-être même pas bougé. Là, ils ont presque 1 kilomètre, un demi-kilomètre de roches concassées. Donc, ça n'a absolument rien fait. Mais Trump proclame le fait que nous avons éradiqué les sites nucléaires, nous avons anéanti les sites nucléaires iraniens avec nos frappes aériennes. C'est le temps de faire la paix parce que ce que Trump veut, c'est un deal, parce que le gars, c'est art of the deal, il veut faire des deals, il veut faire des ententes, il veut négocier, alors que Netanyahou, lui, veut un changement de régime. Un changement de régime, pas seulement... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça par courriel et c'est vrai que ça a un sens. Hein, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, l'Iran, c'est un des seuls pays à ne pas avoir une banque centrale contrôlée. Il y en a quelques-uns des pays qui n'ont pas de banque centrale contrôlée par la BRI, la Banque des règlements internationaux. Et l'Iran en est un. Donc, il y a cette politique de changement de régime. Et généralement, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il y a un régime qui tombe? C'est que, par exemple, comme la Libye, je pense que c'est ça qui s'est passé en Libye. Dès que Kadhafi est tombé, le nouveau gouvernement est arrivé là et a sollicité un prêt auprès du FMI. Et puis là, on commence à, l'État est, puis là, tu commences le système de la dette et du contrôle, etc. L'Iran n'est pas dans ce système-là. Il y a quelques pays dans le monde qui ne sont pas dans ce système-là. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, puis je ne me rappelle plus, peut-être 1 ou 2 autres pays, Cuba ou quelque chose comme ça. Ils sont très, très... Et donc, le changement de régime, c'est pas... il y a aussi une question, j'en ai pas la certitude, mais il y a comme, je trouve intéressant cette avenue-là là,
le fait de vouloir, parce que c'est ça qu'ils font partout, c'est la dollarisation, imposer le dollar, imposer l'endettement, imposer le... Et donc, c'est pour ça que Netanyahou veut un changement de régime, mais Trump veut un deal. Trump l'a dit, il l'a répété à 3 ou 4 reprises cette semaine, il veut un deal, ils étaient sur le point d'avoir un deal, et c'était ça. Il ne va pas, alors qu'il est nommé pour le prix Nobel de la paix par le Pakistan, il va pas genre tous aborder ça avec une troisième guerre mondiale, etc. Il veut le prix Nobel de la paix, je l'ai montré à plusieurs reprises. Et donc, il fait la frappe qui enlève le casus belli à Israël et tout de suite ramène la paix à l'agenda. Je vous dis, et donc son objectif, c'est de faire un deal. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. What? Donc, Trump veut une entente. Okay? Et donc, non seulement, vous voyez, vers la fin de la semaine, c'est ça, tout ce truc de changement de régime a comme perdu de la vapeur. Et il y a eu cette frappe. Et là, mais Netanyahou n'est pas content. Lui, il veut continuer les opérations, mais c'est juste plus clair exactement sur la base de quoi il veut continuer les opérations. Ça devient beaucoup plus obscur, avec beaucoup moins d'appuis internationaux. Et les États-Unis avaient beaucoup matraqué le truc. Ils ne peuvent pas avoir une bombe, ils ne peuvent pas avoir une bombe. OK, mais là, ils n'ont plus. Donc, que va faire Netanyahou? OK, voilà. Donc, maintenant, tout ça semble évidemment... ici, Pete Hegseth, dans sa conférence de presse, Pete Hegseth affirme que les frappes américaines ont anéanti les ambitions nucléaires de l'Iran. L'Iran devrait désormais négocier. Donc, il retire le casus belli à Netanyahou. Et là, on passe vers comment je peux dire, sur le terrain de jeu de Donald Trump. Ouais, on n'est plus sur le terrain de jeu de Netanyahou avec son truc à l'ONU puis la bombe et de changement de régime et d'installer l'héritier du trône de l'Iran. On est sur le terrain de jeu de Trump, de la négociation. C'est ça que cette frappe-là a permis de faire, sans aucun dommage, en avertissant les Iraniens à l'avance, comme en Syrie, etc. Il a changé le terrain de jeu, les règles du jeu complètement. Okay? Et donc, encore une fois, les demi-portions qui disent « Ah, Trump sioniste, Trump contrôlé par Netanyahou, là, il a reçu de l'argent de l'IPAC, etc. Jared Kushner. » on a... Et donc, c'est ça, pas de changement de régime. Maintenant, je voulais juste, encore une fois, revenir sur ce qu'on disait la dernière fois. L'étrange, on va terminer avec ça, donc, l'étrange théorie de la trahison interne qui, selon moi, ne tient pas la route. La théorie de la trahison interne qui ne tient pas la route parce que le ministre de la Défense ainsi que le responsable des forces aériennes, le commandement des forces aériennes, n'ont pas été relevés de leurs fonctions, n'ont pas été arrêtés, etc. Alors que s'il y avait eu une trahison interne, c'est-à-dire, on disait, par exemple, les S-400 n'ont pas été utilisés, les S-300, n'ont même pas été utilisés, rien, il n'y a comme pas eu d'anti-aérien, il y a eu zéro. Au Québec, on dit « fuck all », il y a eu « fuck all », il y a eu zéro, il y a eu ils ont gagné la supériorité aérienne en 3 jours. Imaginez ça. Hein? Trump dit ici, nous avons le contrôle complet et total du ciel au-dessus de l'Iran, etc., etc. Good stuff. Nobody does it better than the good old USA. Nous avons le contrôle total du ciel. Et là, pensez-vous, c'est comme cette attaque contre le nucléaire iranien. Demandez-vous si c'est possible d'avoir le contrôle du ciel de l'Iran entre ça. Il a tweeté ça lundi matin. À partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit... OK. Regardez ici, c'est ça. Donc, il dit on a le contrôle total du ciel iranien. Contrôle du ciel, Israël réalise en 48 heures ce que la Russie n'a pas réussi à faire en presque 4 ans, en 3,5 ans. Israël réussit. J'imagine à quel point là, on peut célébrer ça. Israël est tellement miraculeux qu'ils ont réussi en 48 heures ce que la Russie n'a pas réussi en 3,5 années. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça.
regardons les forces aériennes juste pour vous, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire-là. Donc, si vous regardez ici, vous allez sur le site du World Directory of Modern Aircraft, le directorat mondial ou le glossaire mondial des avions militaires modernes. Vous voyez que Israël a 272 chasseurs, avions qui peuvent intervenir dans une opération comme celle-là, alors que l'Iran en a 231. Okay. Donc, un peu moins qu'Israël, et la flotte aussi de l'Iran est vieillissante, elle n'est pas aussi, à jour qu'Israël, que celle d'Israël. Mais quand même, il y a comme, tu sais, c'est pas complètement disproportionné, c'est pas du 10 contre 1, là, hein? Or, il n'y a rien, il n'y a eu aucun combat aérien, zéro niet nada, il n'y a eu aucun. La seule chose qu'on voit, c'est des supposés des avions iraniens qui se font frapper au sol par des drones, nous dit Tsahal. Regardez ça ici, là. Hein, donc, Israël, un drone israélien frappe un avion militaire iranien sur le tarmac qui s'apprêtait à décoller. Imaginez combien ça prend de temps. En fait, moi, j'ai fait c'est pour vous dire qu'il y a plein de bullshit dans ce qu'on lit. Il n'y a aucun drone israélien qui se rend d'Israël, d'une des bases aériennes d'Israël jusqu'en Iran. Ils n'ont juste pas la portée, c'est 1200 km. OK? Donc, le Herbet Hermès 450 a 300 km de portée. Le Herbet Hermès 900 a 700 à 900 km de portée. Il arrive, il ne se rend même pas à la frontière. Il s'écrase au-dessus de l'Irak. Le IA Hartrop a 1000 km de portée. Encore une fois, il s'écrase à quelque part en Irak. Et aussi, le seul qui pourrait se rendre, c'est le IAI Héron TP Eitan. Donc, c'est celui-là ici. Tu sais, c'est les drones auxquels on est habitué de voir. Hein? Sauf que le problème avec ce drone-là, c'est quoi? Il y a peut-être une portée pour se rendre, mais il vole à 300 km/h. Pas à Mach 10. 300 km/h, c'est comme, il n'y a rien de plus facile à intercepter. C'est comme, c'est quoi l'expression que je cherche, là, c'est tirer au poids, il n'y a aucune capacité de résister à quelque système antiaérien que ce soit. Même pas le S-300 ni le S-200. Le S-300, les gens disaient, ouais, le S-400, Alexis, les Iraniens sont peut-être pas comme habitués, ils ne l'ont peut-être pas reçu. C'est nouveau, puis ils ne savent pas comment l'utiliser. Oui, c'est des mollahs, c'est sûr qu'ils ne savent pas comment utiliser l'équipement militaire qu'ils achètent, mais le S-300, ils savent qu'ils auraient pu l'arrêter. Ça vole à 300 km/h. Le S-300 peut arrêter quelque chose qui va à Mach 10. Ça, c'est 300 km/h. Et là, on nous montre des vidéos. Par exemple, Tsahal nous montre des vidéos d'avions à 300 km/h. Ça veut dire que ça lui prendrait au minimum 4 heures se rendre. Et là, on nous dit, on nous montre des images. Je n'ai pas les images là, ici, mais on nous montre des images de ces drones-là qui, n'ont pas la portée, mais s'ils avaient la portée, ça prendrait 4 heures se rendre facilement arrêtable, etc., qui frappent des aéroports iraniens, des avions. Et là, tu vois l'espèce de boule de feu. L'avion ne bouge même pas. Il n'y a même pas de... Il y a quelque chose de vraiment étrange là-dedans. En tout cas, tout ça pour dire que il y a comme... On nous gave là, de trucs. Si les personnes n'ont aucune connaissance militaire, ça va passer. Mais à partir du moment où tu fouilles un peu, c'est gros comme le bras. Voilà. Donc, et là, revenons à notre truc s'il y avait eu une trahison de l'intérieur, le chef de l'armée aurait été limogé. C'est lui le chef de l'armée. Il n'a pas été limogé. Et donc, c'est toujours un loyaliste du régime qui a fait son travail. La force aérienne iranienne qui dispose de 231 avions n'est pas entrée en combat. Et là, par la suite, pensez, l'Iran qui n'a tiré aucun missile sur les bases aériennes, alors que c'est de là que viennent les attaques. L'Iran qui dispose des missiles, j'aurais dû l'avoir ici, l'image du missile, c'est le Fatah 2. Fatah 2, iranien. Est-ce qu'on peut avoir une image pour ceux qui écoutent, s'il vous plaît? Vite, je ne vais pas vous faire attendre, là, mais c'est comme... c'est des missiles hypersoniques. Voilà, ici. C'est des missiles hypersoniques extrêmement performants qui qui sont pratiquement inarrêtables par l'anti-aérien. Tout le monde le sait, c'est comme les missiles hypersoniques russes qui sont manœuvrables et inarrêtables. Ils auraient pu détruire 1000 fois on sait qu'est-ce qui se passe avec les Russes, là, quand j'avais encore une des Russes qui frappent
des aéroports ukrainiens avec des missiles hypersoniques. T'envoies 12 missiles hypersoniques sur un tarmac ou un site de lancement, il ne reste plus rien. Les Iraniens n'ont pas fait ça du tout. Ils ont laissé les bases. Pensez-y justement, là, comme réfléchissez 2 secondes, sortez de l'événementiel et des images d'édifices, de devantures d'édifices écroulés, qui sont toutes des infrastructures civiles sans aucune importance. Et dites-vous que l'Iran a frappé aucune cible stratégique en Israël. Les bases aériennes sont intactes et les avions décollent. Et ils n'ont pas frappé ni avec leurs avions, ni avec leurs missiles, ni avec quoi que ce soit. Alors, soit c'est arrangé avec Israël, soit il y a une retenue incroyable de la part de l'Iran dans ces... Tu sais, genre, on va prendre le coup, là. On va pas utiliser nos avions, on va pas utiliser nos missiles, on va prendre le coup. Peut-être que c'est arrangé avec Trump dans le genre, prenez le coup, puis après ça, on va diffuser l'affaire en faisant une frappe sur votre nucléaire en disant, le nucléaire, c'est fini, on peut commencer à négocier maintenant. C'est possible que ce soit ça en diplomatie. Hein. Si vous lisez les livres d'histoire, Deuxième Guerre mondiale, etc., il y a toujours une incroyable activité diplomatique en coulisses. L'histoire en coulisses de la Deuxième Guerre mondiale est absolument fascinante. Pas juste les opérations militaires sur le terrain, mais le ballet diplomatique, les tentatives de négociation, les ententes, c'est ça. Et donc, c'est peut-être ça qui se passe ici, mais tout ça pour dire que, encore une fois, ce chef, comment il s'appelle? Hamid Vahedi, le chef de l'armée de l'air iranienne, n'a tiré aucun missile hypersonique sur les bases israéliennes, pensez-y, là. Et il laisse les avions israéliens décoller et n'a utilisé aucun de ses avions et n'a utilisé aucun de ses S-400, ni de ses S-300, ou presque. Hein? Et la seule chose qu'on a vue, et là, des gens me challengeaient sur Twitter, ils disaient, quelle preuve as-tu que l'Israël empêche? Il n'y a aucune source là, qui dise que... donc, et si quelqu'un a essayé de me fact-checker ici, je ne sais pas si c'est CCCP Sébastien, Grok, les sites militaires israéliens sont-ils tous intacts, demande-t-il? Le Grok répond, les sites militaires israéliens semblent intacts selon les informations disponibles le 21 juin 2025. Aucune source israélienne ou indépendante ne confirme des dommages causés par des frappes iraniennes sur des cibles militaires israéliennes. Réveillez Calis! C'est pas sérieux comme bataille, c'est pas du tout comme ce qu'on a vu durant la guerre du Golfe en Serbie en 99, durant la guerre, là, ce qui se passe en Ukraine, c'est complètement ridicule. OK? La seule chose qu'on a vu, c'est ça ici, regardez là. Pour bien, tu sais, Sahel affirme qu'un drone iranien a frappé la zone ouverte dans le Negev. 2 autres ont été abattus au-dessus d'Arava. Tu sais, c'est comme près d'une base militaire, dans un champ loin, un drone. Et là, on ne sait même pas si ça a réellement eu lieu. La seule chose qu'on voit, c'est un pouf de sable, tu sais. Mais les bases sont intactes, tous les sites sont intacts, rien, aucun missile hypersonique sur la Knesset, etc., etc. OK? Donc, et après ça, en ce qui concerne cette histoire qu'il y a des milliers d'agents du Mossad en Iran, etc., ça serait crédible. À Montréal, c'est une plaque tournante du Mossad, tout le monde le sait, on l'a dit 1000 fois. Mais dans un pays fermé comme l'Iran, où il n'y a personne, les Iraniens n'ont pas vraiment le droit de sortir et les étrangers qui rentrent sont scrutés à la loupe, au peigne fin, etc. C'est très difficile de développer des réseaux, surtout avec un régime totalitaire. Pensez juste à nos services de renseignement ici qui savent tout sur nous, qui infiltrent les groupes d'opposition. Les groupes d'opposition en Iran sont infiltrés par le régime. Tout le monde, et c'est pour ça que la seule chose que le Mossad a été capable de faire, c'est genre des attentats à la voiture piégée ou ce genre de choses-là, mais nous faire croire qu'ils ont un réseau de 1000 ou 5000 personnes, que l'Iran n'a rien vu, que les services de renseignement iraniens qui ont juste ça à faire de leur journée, de chercher des agents du Mossad, puis d'écouter les conversations, piéger les gens, suivre les gens, puis questionner, puis torturer même, qu'ils ont juste ça à faire avec des agents doubles dans les cellules d'opposition, etc., qu'ils ont laissé comme genre des milliers d'agents du Mossad. Ça relève un peu du petit renne au nez rouge, là. En tout cas, je trouve ça extrêmement farfelu. De toute façon, s'il y avait eu des agents du Mossad comme ça, tu n'as pas l'ensemble du système aérien d'un pays qui devient inactif. Tu as une personne ici, une personne là. Tu as un système S-400 qui est compromis. Puis après, le gars se fait fusiller. Et puis,
Puis le commandant aussi doit répondre de ses actes. Ça s'arrête là. C'est la première journée, là, on nous dit qu'en 48 heures, ils ont atteint la supériorité aérienne en 48 heures. Est-ce que c'est possible? Les Russes n'ont pas été capables. Puis là, rappelez-vous, durant la guerre du Golfe, OK? Juste encore une fois, juste pour vous dire, encore une fois, je veux juste que les gens soient frappés par l'impossibilité de ça. Parce que les gens pensent que c'est réel. Et donc, en 1991, lors de la guerre du Golfe, l'Irak a envahi le Koweït et là, tout d'un coup, ils ont reçu la permission des États-Unis. L'ambassadeur américain en Irak a rencontré les responsables iraniens. Ils leur ont donné la permission de rentrer en disant, j'ai vu le reportage de Fifth Estate avec les documents à l'appui qui disaient que l'ambassadeur avait dit « Nous n'interviendrons pas dans les affaires interarabes ». Et donc, c'est le feu vert à Saddam Hussein, qui était l'allié des États-Unis à l'époque. Il est rentré au Koweït pour prendre le pétrole, etc. À partir de ce moment-là, George Bush, le père, a dit c'est une agression. Il s'est retourné. Puis là, tout d'un coup, c'était comme une agression internationale, etc. Saddam Hussein a dit, 2 jours après, a dit « OK, je quitte le Koweït sans aucune condition ». Il voulait retirer ses troupes du Koweït. George Bush a dit « Non, tu dois laisser tout ton matériel militaire en arrière ». Il y avait la garde républicaine, il y avait tous ses meilleurs tanks, etc. Et donc, il a dit non. Et c'est comme ça que la première guerre du Golfe a eu lieu. Saddam Hussein a été piégé par les États-Unis. Saddam Hussein était l'allié des États-Unis. Il a été piégé par les États-Unis. Et tout ça, c'est pour dire que l'Irak, à cette époque-là, n'avait pas un système anti-aérien extrêmement sophistiqué, ne se préparait pas, contrairement à l'Iran, comme depuis 40 ans, l'Iran se prépare depuis cette guerre-là du Golfe de 1991 à un aplatissement. Ils ont vu c'était quoi la puissance de feu aérienne américaine et donc ils préparent leur système anti-aérien depuis ce temps-là, contrairement à l'Irak. Mais même à ça, avec la plus grosse puissance de feu aérienne assemblée depuis la Deuxième Guerre mondiale, 3000 avions au total. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? Ceux qui étaient là? Ceux qui ont mon âge, à peu près. Rappelez-vous la quantité d'avions qui ont été assemblés dans le Golfe, dans tous les pays du Golfe, les porte-avions qui étaient là, etc. C'était la plus grande puissance de feu aérienne assemblée depuis la Deuxième Guerre mondiale. La campagne aérienne impliquait juste un petit peu moins de 2800 avions au total. 2800, pas 271 comme Israël, là. 2800 avions en provenance de 11 pays avec des bases à proximité, alors qu'Israël doit faire 1200 km au-dessus de l'Irak pour faire ses bombardements et ils n'ont pas beaucoup d'avions pour le ravitaillement je pense qu'ils ont 6 ou 7 avions de ravitaillement en plein vol. Ça limite complètement ta capacité de sortie. D'autant plus que tu dois garder des avions sur le territoire pour tes opérations contre le Hezbollah, contre le Hamas, etc. Tu ne peux pas envoyer tous tes avions, alors que les 3000 avions de la coalition étaient entièrement engagés pour la destruction de l'anti-aérien, de la supériorité aérienne en Irak durant la guerre du Golfe. Et ça leur a pris... ils ont acquis la supériorité aérienne en 3 jours avec tout ça et le contrôle total en 11 jours. En 11 jours, avec 3000 avions de 11 pays, avec des bases à proximité, etc. Alors que le tweet de Trump nous dit, en 2 jours, Israël réussit en 48 heures ce que la Russie n'a pas réussi à faire c'est ça, contre un pays qui se prépare à ça, contrairement à l'Irak qui se prépare à ça. Et qu'est-ce qu'on a vu en Irak? Rappelez-vous, encore une fois, ceux qui étaient là durant la première guerre du Golfe, c'est quoi, Desert Storm ou Desert Shield, je ne me rappelle plus c'est quoi. Rappelez-vous comment c'était Bagdad. Il y a un pilote qui a dit, là, genre en entrevue, il disait c'est comme un arbre de Noël. Il y avait de l'anti-aérien partout comme ça. Là, les avions, les avions zigzaguaient entre les anti-aériens. C'était comme it's like a Christmas tree, comme un arbre de Noël, disaient les pilotes. Et malgré une défense comme ça, il n'y a rien eu de ça. Vous avez vu quelque chose de similaire à ça dans le ciel ou comme rien en Iran, rien. Ni les avions n'ont pas décollé, il n'y a pas de combat aérien, alors que rien, pas d'anti-aérien, pas de S-400, pas de rien. Et là, les gens disent il y a un conflit entre Israël a pris le contrôle du ciel. Alors que ça a pris 11 jours pour ce qu'ils viennent de faire en 48 heures à 1200 km de distance avec une force 10 fois moins grande. Ça leur a pris 48 heures.
Ce que les autres n'ont pas été capables de faire en 11 jours, ont été capables de faire en 11 jours contre un pays bien préparé. Ah, OK. On va arrêter de niaiser. Là, il y a quelque chose. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en ce qui me concerne, cette histoire de trahison ne tient pas la route. La question aussi de... toute la question de la supériorité aérienne israélienne est comme problématique. La question du changement de régime a été évacuée. En tout cas, ils essayent d'évacuer complètement cette histoire de changement de régime. C'est exactement une réédition de ce que Trump a fait en Syrie en 2017-2018. Donc, on fait une frappe symbolique qui n'a aucun dommage, pas de mort, pas de troubles au sol. On tourne la page, des dommages symboliques, etc. Finalement, c'est une fausse victoire pour Israël et c'est pour ça que Netanyahou, le lendemain, dit finalement, ben on a peut-être d'autres objectifs. Là, ça ne sera pas terminé tant qu'on dit que ça ne sera pas terminé. OK? Voilà, donc, je ne sais pas si je pense que j'ai été tellement vite aujourd'hui, encore une fois, que ça fait des web journaux super concis. Est-ce que vous êtes capable d'appréhender le point de vue que je viens de développer? Est-ce que ça a un sens pour vous? Trump retire à Israël sa justification pour la guerre. C'est pas, contrairement à ce que dit Salim Laibi, le gars il est comme chronique de la Troisième Guerre mondiale. Là. Il a presque son casque, comme les gars de CNN là, durant la Première Guerre du Golfe. Il va vous raconter ça, la Troisième Guerre mondiale, à partir de son bureau de Marseille. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Voilà. Donc, on va garder ça comme ça. Tout le monde, l'Iran a été averti à l'avance. Les dommages sont limités. Il n'y aura pas de stratégie de changement de régime. On est maintenant sur le terrain de Trump, d'une entente. Il a tourné la page. Et là, maintenant, c'est le temps pour un deal. Il a évacué la pression, là. Tu sais, quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, là. Éventuellement, après un orage, là, tout d'un coup, le temps s'éclaircit et ça fait, il y a moins d'humidité, c'est beaucoup plus frais, c'est un peu ça, là, mais une version stratégique. Oui, les gens disent qu'ils veulent un Web Journal Canada-Québec. Ben c'est quand les nouvelles se présentent, par exemple, quand Carney est arrivé, puis les élections au Canada, j'en ai fait 2-3. Et puis, mais sinon, là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Là, Salim Laibi nous dit que c'est la Troisième Guerre mondiale. Et pensez à ce qu'on vient d'expliquer, tout ça. Et pensez à tous ceux qui disent que Trump est contrôlé par l'État. Finalement, Trump est contrôlé par Israël. Avez-vous réellement réfléchi à ce que... Premièrement, est-ce que vous avez regardé dans le détail ce qui s'était passé avec cette frappe? 1. 2, réfléchissez à ce que vous dites. Là. OK. On va remercier ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec parce que c'est cette perspective unique qu'on retrouve nulle part ailleurs et qui tient la route. C'est pas juste que ça tient la route, je pense que c'est exactement ce qui se passe, là, monsieur. Qui est cohérente depuis fucking 2018. C'est exact. Je montre les pages, je montre exactement... Je montre qu'il a fait exactement le même coup maintenant qu'en Syrie en 2018. Et si vous voyez donc qu'il fait les mêmes coups, vous pouvez comprendre les patterns de comportement. C'est pas une nouvelle chose à chaque fois. C'est pas un nouvel événement à chaque fois. Je suis toujours en train de diffuser la Troisième Guerre mondiale. Éventuellement, les gens vont comprendre, comme quand lorsqu'il y a eu des tanks, on a envoyé des tanks les États-Unis ont envoyé des tanks en Ukraine, des Abrams. J'avais dit, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, etc. Puis après ça, on avait tout vu la question de l'acier, des vieux tanks, de Mike Pompeo, la trahison d'Obama sur l'acier, Mike Pompeo qui a été travaillé chez Nippon Steel pour vérifier l'acier, etc., etc. C'est toujours un petit peu plus complexe. Mais je me fais quand même insulter sur Twitter et tout ça. Et, ouais. Éventuellement. Laissez-nous pas mourir comme Vincent Van Gogh. C'est la nouvelle phrase de Radio-Québec. Supportez-nous. Hein, il y a différentes façons de le faire par la poste. Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207 Saint-André, Montréal-Québec, H2L4Y5. Si c'est des chèques en euros, c'est à mon nom, Alex Cossette. Si c'est des chèques canadiens, c'est au nom de Radio-Québec. Par virement Interac, ça c'est possible. Ça, je pense que c'est surtout pour les gens du Canada.
Ici, Bitcoin, Interac, etc. PayPal aussi, et puis par carte là, sur le site, on laisse toujours l'adresse. Les gens qui me demandent mon IBAN ou des trucs comme ça pour des virements bancaires, malheureusement, il faut donner son adresse. En tout cas, au Canada, il faut donner son adresse pour... puis je ne veux pas donner mon adresse. C'est pour ça que plusieurs personnes m'ont dit, genre, peux-tu me donner ton IBAN pour les transferts internationaux, etc. Je ne veux pas donner mon adresse. Je présume de rien, mais vous comprenez, c'est juste une question de précaution. Là. J'ai finalement pas eu de crise cardiaque, exactement. Ouf. On laisse ça, donc 57. Ça fait un web journal de moins d'une heure, encore une fois, extrêmement concis, compact. Est-ce qu'on se laisse ici? Et puis, s'il y a de quoi cette semaine, il va probablement avoir de quoi cette semaine, quelque chose qui va se passer. Encore une fois, on fera un autre web journal cette semaine. Là, c'est le temps, je pense que c'est comme Trump le dit, c'est le temps des négociations, c'est le temps pour la paix. On est sorti du terrain de jeu de Netanyahou, puis là, on rentre sur le terrain de jeu de Trump, et c'est le temps d'avoir un deal. Hein? L'art, the art of the deal. Allez. Salut la gang.